Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur Mosaïque, la chaîne en quête du sens de l'actualité. Dans les écoles de journalisme, il est d'usage de raconter l'histoire de cet entrepreneur de presse qui décide un jour de ne publier que de bonnes nouvelles. Et l'histoire veut que cet entrepreneur ait rapidement fait faillite. Malgré cet exemple qui n'est pas très encourageant, vous m'accorderez cela, on va tenter aujourd'hui de relever ce défi, renverser un peu la perspective et tenter de présenter la situation telle qu'elle est aujourd'hui en Israël de manière favorable. Et on est pour cela avec Nathan Vatin. Bonjour Nathan Vatin. Bonjour, bonjour. Vous êtes avocat et économiste et vous nous conviez donc à cet exercice d'optimisme. Vous vous occupez, je le signale également, d'une association qui est très active depuis le 7 octobre dans l'aide aux soldats de l'armée israélienne. Alors, on va commencer par un premier dossier, qui est le dossier principal qui préoccupe aujourd'hui la plupart des Israéliens, c'est le dossier militaire, situation géopolitique et militaire. Si on regarde les choses d'un certain point de vue, on voit que rien n'est encore réglé à Gaza, on voit qu'il y a encore de nombreux otages qui sont retenus. Le front nord, bon, Israël semble pour le moment se contenter de contenir cette menace du Hezbollah, alors que l'Iran, lui, n'est plus très loin du seuil nucléaire. Bref, on se demande quand même comment on ne peut pas être fondamentalement un peu inquiet, ou en tout cas circonspect sur ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la sécurité et de la géopolitique autour d'Israël. Nathan Vatin. Écoutez, je ne suis pas, comme je vous l'ai dit, un spécialiste du monde islamique, des sunnites et des chiites. Vous avez interviewé déjà des grands spécialistes comme notre ami Efraim Herrera et d'autres, desquels d'ailleurs j'ai appris également énormément de choses qui sont très intéressantes. Mais il est bien clair que la situation actuelle qui inquiète tellement. Et bien sûr, il y a le problème des otages, c'est un problème qui est vraiment dramatique. Mais c'est le problème surtout de la menace de l'Iran et des proxys de l'Iran. C'est ça qui met un petit peu tout le monde dans une situation un peu stressante. Et là, je voudrais essayer de rétablir un petit peu les faits parce qu'on finit par les oublier. Il y a également une géopolitique et une stratégie à très haut niveau qui peut-être nous échappe. Et ce que je voulais vous dire simplement, c'est que le conflit qu'il y a actuellement avec l'Iran et ses proxys, c'est un conflit qui est pas forcément directement de l'Iran contre ou du monde chiite contre Israël. Le monde chiite qui est représenté principalement par l'Iran. L'Iran représente 40% des chiites dans le monde et en tout il y a environ 150 millions de chiites dans le monde et 40% de ces 150 millions sont en Iran. La révolution islamique depuis la montée de Khomeini a un seul objectif, c'est d'exporter cette révolution dans le monde, dans tout le monde, mais d'abord chez les frères islamiques. Les frères islamiques, c'est-à-dire les sunnites, qui représentent plus de 85% du monde arabe. Maintenant, l'Iran, pour sa stratégie, pratiquement depuis la montée de Khomeini, est de se servir d'Israël et de la haine contre Israël et contre les États-Unis, mais surtout contre Israël, puisque pour eux c'est peut-être plus facile, pour essayer de rallier leurs frères sunnites à leur combat. Et c'est un échec qui est absolument total, puisque au contraire, la menace iranienne n'a fait que encourager les sunnites à se rapprocher d'Israël parce que les sunnites ont encore plus peur des chiites qu'ils détestent Israël. Donc les accords d'Abraham sont vraiment la preuve par neuf que cette stratégie a totalement échoué. Donc la stratégie de l'Iran a échoué. Il n'empêche que on a l'impression qu'aujourd'hui Israël laisse durer la menace, la prolonge, ce qui n'est pas forcément la meilleure des choses, parce que c'est une menace que l'on laisse comme ça courir. C'est une menace qui peut empirer, en l'occurrence, renforcer encore cette possibilité de destruction de ceux qui veulent détruire Israël. Oui, mais
il y a des déclarations qui sont extrêmement belliqueuses de la part de l'Iran, de la part du Hezbollah, de la part des Houthis au Yémen, etc. Et bon, donc de tous ces pays-là, il y a des déclarations qui sont extrêmement stressantes, mais ce sont que des menaces. Ce n'est pas une volonté de vouloir exterminer Israël et de faire disparaître Israël. Parce que cette menace-là, tout le monde en profite. Eux en profitent parce qu'ils doivent rester en haut de la sellette pour montrer que ce sont les véritables ennemis d'Israël et des deux Satans que sont l'Amérique et Israël. Mais d'un autre côté, de notre côté, c'est-à-dire d'Israël et même des États-Unis, c'est bien possible que cette menace doive continuer parce que c'est notre intérêt. Pourquoi c'est notre intérêt? Imaginez qu'il n'y ait plus d'Iran. Imaginez qu'il n'y ait plus cette menace iranienne. Est-ce que vous pensez vraiment que les sunnites vont s'allier à nous directement et vont faire des accords d'Abraham et que les Saoudiens seront intéressés à se lier à nous? Non, les Saoudiens et tous les sunnites actuellement se lient à nous dans cette alliance qui a montré que finalement elle a été très efficace le jour du bombardement, d'envoi de tous les missiles iraniens en Israël. Tout le monde s'est uni pour pouvoir arrêter justement cette menace-là. Et maintenant, au niveau des États-Unis, vous comprenez que cette superpuissance qu'est les États-Unis, qui est finalement aujourd'hui, là, on peut dire pratiquement la seule superpuissance dans le monde, puisque les Russes montrent que finalement, même avec l'Ukraine, qui n'était pas une grande puissance militaire, ils n'arrivent pas tellement à se débrouiller de cette situation. Donc, ils sont un petit peu de côté au niveau militaire. C'est vrai que les Américains n'aiment pas intervenir d'un point de vue militaire, mais ils représentent au niveau technologique, au niveau armement, au niveau de tout ce qui est défense, la superpuissance. L'autre superpuissance, c'est la Chine. Mais la Chine actuellement a une stratégie qui est plutôt d'un impérialisme économique et on ne parle pas trop de problèmes militaires. Donc les États-Unis, du fait même qu'il y a la menace iranienne, leur permet de revenir en Arabie Saoudite, dans les Émirats, dans tout le Moyen-Orient, et d'être cette puissance-là qui non seulement va redorer le blason des États-Unis, et bien sûr actuellement des démocrates, si ça se fait maintenant, et on verra qui succédera à Biden, mais également permet de vendre des armes à toute l'Europe, à tout le Moyen-Orient. S'il n'y avait pas cette menace et qu'on vivait dans un monde de paix, imaginez comment serait l'économie. L'économie aussi bien américaine que également israélienne. Voilà, on retrouve là l'économiste qui sommeille toujours en vous. Il y a aussi un autre aspect, on va évoluer sur ce point avant de passer à d'autres thèmes, c'est que vous avez la sensation aussi, comme d'autres en Oui, Israël, on a vu des vidéos du Rav Cherki, notamment sur cette chaîne, avec cette démarche vers le monde sunnite qui permettrait de dépasser peut-être à terme cette opposition qui paraît pour l'instant fondamentale, radicale entre Israël et le monde musulman. Là aussi, c'est un facteur d'optimisme pour vous? oui, totalement. C'est-à-dire que on est arrivé à voir, et le Rav Cherki à la tête un peu de ce mouvement, de voir que dans le monde sunnite actuellement, il y a de plus en plus d'imams et également de politiques qui sont prêts à reconnaître Israël, que la promesse qui a été faite à Abraham, Yitzhak et Yaakov, que la terre d'Israël reviendra à l'État au Bné Israël, c'est-à-dire au fils d'Israël, est quelque chose qui est de plus en plus admis. D'abord, c'est écrit dans le Coran plusieurs fois. Il ne faut pas oublier que Moussa, c'est-à-dire Moïse, est le prophète qui est le plus cité dans le Coran. Il est plus cité que Mahomet, et il faut voir les choses. Quand on commence à étudier un petit peu les fêtes des sunnites, par exemple, il y a une fête qui s'appelle Ashura. Ashura qui se trouve le 10e jour du premier mois. C'était exactement quand il y a eu le Corban Pessah, et pour eux, ça a été d'après leur calendrier islamique qui est différent, qui est basé sur la lune. Mais qu'est-ce qu'ils fêtent? Ils fêtent la sortie des Bnei Israël d'Égypte. Et c'est un jour de jeûne, et après, c'est un jour où ils finissent par une sorte de festin pour fêter ça. Donc, tout ça, c'est écrit dans le Coran. Et quand on parle avec des imams, il y a environ, actuellement, considère le Rav Uri Cherki, entre 20 et 25% des sunnites qui sont prêts à reconnaître
que la promesse donc est réalisée. Ok. Et donc c'est quelque chose qui est très important et qui doit être encouragé. Il y a également une autre chose, c'est qu'ils sont prêts également à reconnaître que la Torah, que le Coran ne vient pas à la place de la Torah, que la Torah en tant que telle est un livre saint, que tous nos prophètes sont des vrais prophètes, mais que le Coran, c'est un petit peu la suite qui a été destinée au fils d'Ishmaël. Et on sait très bien qu'à la fin, il y a la tchouva d'Ishmaël à la fin des temps. Voilà. Alors avec vous, on reprend un peu d'optimisme grâce à vous. Et il y a quand même une autre question qui inquiète aussi, c'est les fractures de la société israélienne, les risques assez forts apparemment que reprennent ces débats déchirants, hein, qu'on a connus avant le 7 octobre. En quoi le 7 octobre, selon vous, peut avoir changé la donne sur ce plan-là, vous qui êtes un observateur attentif de la société israélienne à plusieurs niveaux? Comme vous l'avez dit en préambule, euh, depuis le 7 octobre, l'association à la tête de laquelle j'ai l'honneur d'être, et qui a été fondée il y a environ 20 ans, en association avec Mir Panim, qui est peut-être plus connu, s'appelle Keren Orkesaria, une association qui s'occupait avant tout de venir en aide aux familles défavorisées de la région de Césarée, de Fofa Carmel, etc. Depuis le 7 octobre, elle s'est engagée totalement pour donner un support, un soutien très consistant en équipement et également pour soutenir le moral des troupes, également le confort des troupes, depuis le 7 octobre. Et là, depuis ce 7 octobre-là, nous n'avons pas arrêté une seconde et nous avons été en contact directement avec cette nouvelle génération qui est absolument exceptionnelle. Nos soldats, nos réservistes, les femmes des réservistes. Il faut comprendre que c'est un effort énorme. Ils sont partis des fois 3, 4, 5 mois en Milouim et les femmes ont dû assumer aussi bien le problème de la parnassa, c'est-à-dire de gagner la vie, de continuer les affaires, et également de s'occuper des enfants tout seuls. Imaginez un petit peu cet effort qui a été fait. On sait également quel était l'engouement et le nombre de réservistes qui sont venus au-delà des appels de façon volontaire. Mais sachez que le moral des soldats est quelque chose qui est absolument fabuleux. On les rencontre presque tous les jours, des dizaines de milliers de soldats. Ils sont extrêmement heureux que la OREF, c'est-à-dire la population civile, vienne les aider, reconnaissent à quel point on leur doit ce qu'ils donnent pour le pays. Il y a une solidarité dans l'armée, bien au-delà de tous les problèmes politiques. On n'en parle absolument pas. Ce sont tous des frères et également tous ceux qui viennent les aider. On est une société qui n'a jamais été aussi solidaire. Alors vous allez me dire, et j'habite à Césarée, je supporte des manifestations environ 3 fois par semaine, avec des mots qui sont souvent très violents, des contestations extrêmes. Et on les subit, on les écoute, mais on les comprend également. On comprend parce que le problème des otages est un problème qui, de façon, comment dirais-je, obligatoire, va diviser la population. Tout le monde veut que les otages soient libérés. Tout le monde veut également que le Hamas disparaisse. Parce que contrairement à ce que je vous ai dit sur l'Iran, le Hamas, lui, a une volonté, c'était de faire disparaître Israël. Donc, notre vrai ennemi, c'est le Hamas et cette idéologie mortifère et impérialiste qui veut prendre notre place. Je reviens à ma question, excusez-moi. Est-ce que ces changements de la société israélienne, dont on parle beaucoup, qui sont attendus, et on cite souvent effectivement l'exemple de cette nouvelle génération qui est au front, mais ce qu'on ne voit pas bien, c'est qu'est-ce qui va faire que les lignes auront bougé après, que nous ne retomberons pas dans des clivages qui avaient déchiré la société? Quels sont les éléments fondamentaux dans le mental ou dans la manière de voir le pays qui vont faire que cette situation elle va être surmontée? Le problème des otages est un problème qui divise
la société. Et c'est normal, encore une fois. Quand ce problème sera résolu, il faut attendre. Oui, non, Je mais je sais ne parle que... pas seulement du problème des otages, je parle du problème qui était Non, non, avant non. le 7 octobre, bien plus important peut-être que le problème des otages, qu'on le comprend bien. Dans la situation précédente, nous avions vraiment face à face deux camps en Israël, avec une situation de fracture qui commençait à être très inquiétante. En quoi cette situation-là ne risque pas de revenir après la guerre, du fait qu'une nouvelle génération sera venue prendre des risques pour Israël? Comment vous percevez ce changement? Écoutez, si vous voyez les sondages, oui, il n'y a pas un clivage de gauche et de droite. Il y a un clivage, pratiquement la plupart les 80% peut-être de la population en Israël se définit comme étant de droite. Il y a un problème de leadership. Ce problème de leadership, il sera également résolu un jour ou l'autre, à une élection ou une autre. Et à partir de là, il n'y aura plus de clivage au niveau politique. Mais au niveau, si vous voulez, de ce que l'on vit actuellement et ce que l'on ressent comme étant un véritable clivage dans la population, c'est aujourd'hui le problème, premièrement, des otages, parce qu'il y a des personnes qui sont qui sont sensibles, et tout le monde est sensible, d'accord, mais il y en a qui sont prêts à renoncer à tout pour que les otages soient libérés, et il y a une autre partie de la population qui dit, on a énormément de peine pour les otages, on va essayer de les libérer par l'armée, on va essayer de faire un accord, mais ça, c'est pas un accord à tout prix, parce que cet accord peut être dangereux. Mais en fait, tout le monde est d'accord. Il faut que les otages soient libérés et il faut qu'on se débarrasse du Hamas qui est une menace extraordinaire. Mais il y a un autre point et qu'il faut comprendre, c'est le problème des populations du Nord. Les populations du Nord qui ont été déplacées. La situation actuellement dans le Nord, moi j'ai beaucoup de familles qui habitent dans des moshavim comme à Dishon, qui sont à la frontière libanaise et qui sont depuis longtemps maintenant à Tel Aviv et Herzliya dans des hôtels et qui n'attendent une seule chose, c'est que la situation soit réglée. C'est normal que pour eux, ils veulent une seule chose, c'est qu'on part en une guerre totale contre le Hezbollah. C'est normal, c'est naturel, c'est un problème qui leur est personnel. Et pour nous aussi, on pleure tous les jours qu'ils sont déplacés. Ça crée un nouveau clivage. Mais il y a des décisions qui sont prises au niveau stratégique qui sont au-delà, si vous voulez, de ces clivages dans la société. Je pense que quand on aura résolu ce problème, parce qu'Israël est très fort, et il faut quand même voir que tout ce qui a été fait d'un point de vue militaire, en Israël, face aussi bien à l'Iran, face au Hezbollah, face aux Houthis, face au Hamas, bien sûr. Ce sont des exploits extraordinaires qui montrent qu'Israël est resté une superpuissance, qui est très exact, qui a des avions qui permettent d'arriver à tout endroit et qui n'a aucune peur des défenses antiaériennes. On fait pratiquement tout ce que l'on veut dans toute cette région et même très loin. Et les Iraniens le savent très bien et le Hezbollah le savent très bien. Tout le monde sait qu'ils ont peur d'Israël. Donc aujourd'hui, après près de 75 ans, depuis la création, 76 ans depuis la création d'Israël, Israël n'a jamais été aussi fort, économiquement, militairement, une population extrême, de plus en plus nombreuse, et presque la majorité du monde juif qui est en Israël, et le monde qui n'est pas en Israël soutient Israël aussi bien financièrement que de toutes les façons qu'ils peuvent le faire, ce qui fait une cohésion de l'ensemble du peuple d'Israël. Voilà, donc on continue à monter notre degré d'optimisme grâce à vous, Nathan Vatin. Dernier point d'inquiétude qu'on va terminer là-dessus, c'est l'économie israélienne, parce que le pays est quand même en guerre donc depuis près de 11 mois. Le coût de cette guerre est très important. La note d'Israël a été dégradée par les agences de notation. Le shekel est un peu sous pression. La croissance est assez en berne. L'inflation, en tout cas, toujours non maîtrisée. Qu'est-ce qui peut nous rendre optimistes sur ce plan-là aussi de l'économie, qui est votre domaine par ailleurs, Nathan Vatin? Et près d'une année de guerre, et finalement, quand vous voyez les indicateurs, regardez la situation à la bourse. La bourse n'a jamais été aussi haute en Israël. Elle est montée de façon prodigieuse. Les sociétés
qui sont cotés à la bourse et qui s'occupent de construction sont au plus haut. Le shekel, effectivement, a été un petit peu dévalué. Il a perdu environ combien 3-4% maximum. Mais après une guerre aussi terrible, regardez un peu ce qui se passe. Les prix de l'immobilier n'ont pas vraiment monté depuis un an, mais ils ont été stabilisés. Imaginez une guerre comme ça dans un autre pays, mais tout se serait écroulé. Là, les prix se sont stabilisés. Par contre, il y a tout désespoir et toutes les chances pour qu'ils montent de façon prodigieuse dans les mois qui vont venir et dans les années qui vont venir. Pour la bonne raison qu'il y a eu un renchérissement énorme du coût de la construction, qui est dû premièrement au fait que la main-d'œuvre est plus chère, puisqu'on n'a plus maintenant de travailleurs palestiniens qui viennent travailler à bon marché en Israël. Donc on fait venir beaucoup de Chinois et d'autres pays qui viennent nous aider, mais qui sont beaucoup plus chers. Nous avons un embargo de la Turquie, okay, qui joue un jeu politique un petit peu dangereux. N'oubliez pas qu'en Turquie, il n'y a que 10% de chiites, mais c'est une carte politique, on pourra en reparler une autre fois, c'est intéressant. Mais en tout cas, lui également, Erdogan, qui espère retrouver l'Empire ottoman de cette façon contre Israël. Chacun trouve Israël comme étant le moyen de refaire leur empire. C'est absolument incroyable, alors que tous les empires ont été détruits. Israël est toujours là, mais bon, ils pensent que c'est tout à cause d'Israël. Ok, en tout cas, cet embargo turc a fait que le coût des matières premières est monté de façon colossale. Donc, si les prix ne sont pas baissés, c'est parce que les coûts ont augmenté. Mais actuellement, quand vous voyez les coûts qui augmentent pratiquement tous les mois de près de 1%, le coût de la construction à l'habitation va monter de façon. Donc, c'est maintenant pour montrer la confiance dans les prophètes qui dit que Netzar Israël Loï Shaker, c'est-à-dire que la victoire et l'éternité d'Israël ne vous fera jamais mentir, c'est maintenant pour exprimer votre foi et votre solidarité, c'est le moment d'investir en Israël. Voilà, bon, c'est pas vraiment le propos de Mosaïque de faire des conseils en investissement, mais enfin bon, on vous entend et on comprend d'où vous venez, d'où vous nous dites cela. Ça veut dire qu'effectivement, après-guerre, on peut s'attendre à un rebond économique, macroéconomique, on va dire, important pour le pays en général. Oui, ben, tout le monde le dit. Vous écoutez Bennett qui a fait plusieurs exits et qui est extraordinaire, je pense, d'un point de vue économique. Vous dira que les espoirs économiques d'après-guerre, d'abord, sont toujours extraordinaires. Les reconstructions, de toute façon, ça fait de la croissance et que le pays va. Le shekel va se renforcer de façon énorme. Vous allez voir ce qui va se passer juste après la guerre. Voilà, donc il faut aussi acheter du shekel. Merci beaucoup, Latine, pour nous avoir comme ça un petit peu rehaussé le moral. Merci beaucoup pour cette intervention qui, comme on l'a vu, ben, vous a permis sur divers domaines de faire preuve de votre sensibilité, de votre attachement aussi à ce pays et à votre engagement donc dans toutes ces activités que vous conduisez. Vous voulez dire un dernier mot? Juste un mot sur l'immigration. OK? Oui. Pour un pays qui est en guerre, vous savez le nombre d'Olim qui arrivent. Juste, j'avais des amis qui ont passé là 10 jours en Israël. Hier, rien qu'ils m'ont dit, la femme a dit avec ses enfants, moi je ne pars pas d'Israël, ils sont venus en vacances, ils ne repartent pas d'Israël. Nous sommes vraiment, nous avons des communications tous les jours avec les Juifs américains, Canadiens, énormément de Canadiens, d'Anglais, de Belges, de Français, qui pensent à une seule chose, c'est de venir s'installer en Israël le plus rapidement possible. Voilà. Et c'est vrai que les chiffres de l'ALIA sont en hausse depuis 7 octobre, après un petit mois d'octobre creux, effectivement, mais ensuite les choses sont reparties. Merci encore, merci à tous pour votre attention. Merci. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo et pour suivre nos prochaines interviews, eh bien, vous pouvez vous abonner à Mosaïque. C'est très simple, il suffit de cliquer sur le bouton ci-dessous.